Merci de votre attention, mesdames, messieurs. Bienvenue dans l'émission Demandez l'œil du week-end qui reçoit pour vous ce samedi 27 mai 2017 le secrétaire général de l'UFC, Dr Pierre Djimongou Sambiani, qui nous fera le bilan de l'accord RPT-UNIR-UFC signé il y a 7 ans hier. La question des réformes politiques, les préparatifs du parti pour les prochaines échéances électorales. L'homme est déjà parmi nous. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Victoire FM. Bonjour, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de l'Union des forces de changement. Merci de répondre à notre invitation. L'œil du week-end, c'est aussi la synthèse de l'actualité de la semaine au Togo et sans oublier la revue de presse de Nessine Akogo. Vous êtes en direct sur la 96.8 FM, également sur le www.radiovictoire.fm. C'est parti pour 11h30. Radio Victoire. Et là-bas, tout d'abord, l'accord politique intervenu entre le RPT devenu UNIR et l'UFC à 7 ans depuis hier, c'était le 26 mai 2010 que cet accord a été signé entre les deux parties pour décrisper l'atmosphère sociopolitique de notre pays et aussi faire des réformes politiques. 7 ans après, l'Union des forces de changement a fait le bilan de cet accord qui est qualifié de la paix et des braves. Écoutons Isaac Tiakpe, conseiller politique du président national de l'UFC, J.Christ Olympio, chez nos confrères de la télévision nationale. En premier, et le principe est très important, c'est celui du partage du pouvoir. Outre ce principe qui est affirmé dans le préambule, nous avons la participation de l'UFC au gouvernement qui doit permettre la constitution aussi de cadres, la formation de nos cadres, une meilleure insertion dans l'administration, dans les ambassades, dans les administrations. Ça a permis aussi de nous atteler à des tâches comme celle du recensement, de faire en sorte que toute l'administration dispose maintenant d'outils statistiques qui permettront de mieux cerner tous les problèmes de la société en matière de santé, en matière d'éducation. Ça a permis aussi qu'un comité de suivi soit mis en place, présidé par le président national de l'Union des forces de changement et qui lui connaît de toutes les questions d'intérêt national. Ce que cet accord aussi a permis, et cela est fondamental de le souligner, c'est que ça nous permet, avec notre position relative, d'être en situation de vigilance, en situation de pouvoir créer une culture démocratique dans ce pays. Parce que c'est cela qui fait défaut. Et Maguette Zaki, l'UFC reconnaît qu'il y a encore des choses à revoir et nous serons tous dans la deuxième partie avec notre invité de ce jour. Le haut-commissaire en réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a assuré dans sa mission de procéder à la mise en œuvre des recommandations du programme de réparation élaboré par la CVJR était mercredi dernier dans la jeune préfecture d'Agoye-Nivé. Objectif recherché par l'institution que dirige Mme Mawana Daboya au cours de cette rencontre est de susciter l'adhésion des populations en général et des victimes en particulier du programme de réparation des préjudices dans notre pays de 1978 à 2005. Et c'est à travers des séances d'explication et d'échanges. Cyril Koué-Komla, personne ressource au H-Krun. Depuis 2006, à la suite des crises sociopolitiques qu'il y a eu dans notre pays, il y a eu un accord politique global qui a donné lieu à la création de la CVJR qui était entre autres chargée de régler les problèmes d'impunité et de cohésion nationale. Dans le cadre de la recherche de cette cohésion nationale, il est apparu important d'investiguer sur les différentes violations politiques commises de la période de 1958 à 2005 et à la suite de laquelle investigation, il fallait mettre en place un programme de réparation. Pour mettre ce programme de réparation, il a fallu auditionner des gens qui ont fait des dépositions et qui ont pu faire état des différents types de violations qu'ils ont commis. Nous sommes passés dans les différentes localités, à Néhor, à Fagna, à Lomé, dans la préfecture du Golfe et maintenant dans la préfecture d'Agoye-Nivé pour partager l'information selon laquelle ce programme de réparation est enclenché conformément à l'esprit de la justice transitionnelle qui comprend le droit à la vérité, le droit à la justice, la garantie de non-répétition et puis le droit à la réparation. Justice toujours, Afrobaromètre, l'organisme de sondage africain, a publié cette semaine sa 6e série d'enquêtes sur le fonctionnement de la justice togolaise. Les résultats de cette enquête indiquent que 103% des Togolais n'ont aucune confiance en leur justice. Ces Togolais pensent que les juges et les magistrats sont trop corrompus. Les acteurs du dialogue social se sont retrouvés de leur côté le 24 mai dernier à la faveur de la deuxième séance de la première session ordinaire de l'année du Conseil national du dialogue social, le CNDS. 10 ans après la création du CNDS, faire un bilan et définir une autre feuille de route pour redynamiser cet organe tripartite. Reportage Yaoli Ahamadou.
Le Conseil national du dialogue social a tenu à son siège à Lomé sa deuxième séance de la première session ordinaire de l'année. Les acteurs du dialogue social au cours de cette rencontre ont réfléchi sur l'examen et l'adoption du projet de rapport bilan sur le fonctionnement du CNDS 10 ans après. Condé Sangwana, président du CNDS. Le bureau du Conseil national du dialogue social a souhaité disposer d'un document qui fasse le bilan du fonctionnement du Conseil national du dialogue social, lequel bilan doit faire ressortir un certain nombre, d'une façon concrète, des forces et des faiblesses que cette structure a, et surtout aussi en faisant ressortir les recommandations pertinentes et pratiques que cette structure peut appliquer afin de pouvoir corriger les dysfonctionnements qui, d'une manière ou d'une autre, plombent le bon fonctionnement de cette structure. La tenue des assises d'aujourd'hui, qui est la deuxième séance de la première session de l'année 2017, avait pour objet d'analyser le document de bilan qui a été préparé par un consultant et soumis à l'examen des membres du Conseil. À l'analyse de ce document, on a pu quand même examiner, faire ressortir les difficultés qui freinent la bonne marche de cette structure et en même temps d'essayer de juguler les faiblesses, les enjeux qui bloquent le dysfonctionnement de la marche de cette structure. À l'issue des travaux, il a été recommandé que ce document va être repris avec les différentes recommandations qui ont été faites, lesquelles recommandations devraient permettre de dynamiser cette structure afin de pouvoir faire face aux défis de la grogne sociale qu'on a pu constater dans certains secteurs d'activité et pour permettre à cette structure qui a la mission fondamentale de prévenir les conflits, de pouvoir mener à bon escient la mission qui lui est confiée. Organe tripartite regroupant employeurs, travailleurs et gouvernements, le CNDS est censé prévenir les conflits sociaux, mais malheureusement, pendant ces 10 ans d'existence, le CNDS n'a pas pu réussir cette mission selon la coordination des centrales syndicales du Togo. Ephrem Mokli-Tiklonou, porte-parole de la CCST. Nous n'avons pas d'interlocuteur crédible en face de nous. Nous travaillons sans confiance. Quand on va à fond des discussions, les résultats sont là, mais l'application des résultats, des recommandations ne suivent pas. On se sent frustré si après les discussions, on ne trouve pas les résultats exécutés comme cela se devait. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela et faire travailler le Conseil national du dialogue social comme un instrument de prévention des conflits sociaux. Et qui dit prévention doit prendre des dispositions pratiques, concrètes pour pouvoir aller à la prévention de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme mouvements sociaux dans tous les compartiments des secteurs de développement de ce pays. Si le Conseil national du dialogue social reprend force et vigueur et travaille en toute confiance au niveau des 3 groupes représentant le monde du travail dans cette institution, nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. Nous l'avons dit et nous sollicitons quand même qu'il y ait un interlocuteur responsabilisé. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous faisons du travail, mais du travail qui n'arrive pas à aboutir parce que prend de bonnes résolutions là-bas, mais qui décide après? On ne trouve plus. Pour le gouvernement, c'est dans la concertation, le dialogue social et l'écoute mutuelle qu'on peut régler les problèmes auxquels fait face le monde des travailleurs. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Nous savons qu'il y a des difficultés dans les unités de production, dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, dans l'administration publique et il est évident que c'est seulement à travers la disponibilité de tous les acteurs, qu'il s'agisse des responsables patronaux, des organisations syndicales, du gouvernement, c'est à travers la concertation, l'écoute mutuelle et en réalité le dialogue social que nous pouvons rechercher les meilleures solutions pour faire avancer notre pays. C'est pourquoi nous sommes heureux au niveau du gouvernement de voir qu'il y a un grand engagement de la part de tous les acteurs du Conseil national du dialogue social. C'est faire en sorte que la culture de la concertation, la disponibilité soit permanente. Et que quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés dans les services, dans les entreprises, la voie du dialogue soit déterminante au lieu de créer une situation de conflit et peut-être qui risque de compromettre les acquis que nous avons déjà obtenus dans notre élan de croissance et de développement. C'est un exercice qui se poursuit. Nous n'avons pas encore épuisé l'agenda. Nous sommes convaincus au niveau du gouvernement que nous allons parvenir à un certain nombre de conclusions
formation et d'enseignement qui vont nous permettre de reposer le dialogue social sur des bases solides et d'avoir beaucoup plus de dynamisme. Et bien entendu, ce qui est recherché, c'est l'efficacité. Nous assurer que le climat social, les relations professionnelles sont caractérisées par un apaisement et une stabilité, parce que c'est la condition pour nous mobiliser davantage sur les défis du développement économique et social. Soulignons que pour la toute première fois, la synergie des travailleurs du Togo-STT a pris part aux discussions du CNDS. Et justement, nous allons donner la parole à la coordinatrice générale de la CST, Mme Nawadou Lawson, sur leur participation aux discussions du CNDS. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous a accusés souvent depuis 2013 de ne vouloir pas discuter et que nous allons simplement à des grèves qu'on qualifie de tous les noms possibles. Donc nous avons décidé aussi de rejoindre le CNDS pour voir ce qui s'y passe. Et surtout, si nous pouvons impulser le mouvement pour que le CNDS devienne plus décisionnel et qu'il devienne plus effectif sur le terrain, que ça nous aurait tous arrangé. C'est pour cela que nous avons intégré le CNDS. Donc nous aussi, nous avons versé notre façon de voir la chose, comment nous comprenons le dialogue social et ce que nous voulons que le dialogue soit pour le travailleur et ce que le travailleur attend du dialogue social dans notre pays. Nous l'avons versé au document. On verra bien ce qu'il en sera. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits ou pas, puisqu'on a juste dit notre opinion et la façon dont nous le voyons. Pour un CNDS opérationnel, il faut que concrètement les décisions qui sont prises au sein du CNDS concernant les travailleurs ou quelques domaines que ce soit, soient vraiment exécutées sur le terrain. Il faut que sur le terrain, on voit l'exécution de la décision qui est prise en faveur du groupe ou de quelques groupes que ce soit dont le problème a été porté au niveau du Conseil national du dialogue social. Pour nous, c'est primordial, c'est vital. Et la deuxième chose, c'est que le CNDS puisse être assez indépendant pour pouvoir faire ces discussions sans intervention, sans ingérence. C'est les deux choses qui nous importent réellement. Le CNDS, pendant les 10 ans, le grand défaut qu'il y a eu, c'est le manque d'exécution dans ces décisions. On discute beaucoup, mais les décisions ne sont pas appliquées sur le terrain. C'est ça qui a été le plus grand des impacts d'ailleurs. Le franc CFA et son mécanisme de fonctionnement débattu à Lomé cette semaine au cours d'une grande conférence de débat, c'est à la faveur du groupe de recherche des étudiants en économie GRI de l'Université de Lomé. L'objectif, c'est d'amener les étudiants à s'imprégner du mécanisme de fonctionnement du franc CFA. La conférence a été placée sous le thème « Le franc CFA, une servitude volontaire ». On va écouter Bouraïm Abdou Karim, il est le président du GRI. En organisant cette conférence, en tant qu'étudiant à la FASEC en économie, c'est de pouvoir se familiariser avec le problème ou la question monétaire. Parce que ce que nous apprenons, certes c'est bon, mais il fallait aussi l'avis d'un expert monétaire pour pouvoir nous donner les mécanismes de fonctionnement du franc CFA, les principes qui fondent le franc CFA et aussi de voir comme selon certains il faut quitter, d'autres il faut apporter ou bien renégocier les principes du franc CFA et d'autres c'est le meilleur système. Donc il nous fallait avoir l'avis d'un expert pour nous expliquer le franc CFA, les principes du franc CFA. Et je pense que l'objectif a été atteint parce que les étudiants sont sortis ayant une idée sur le franc CFA, comment ça marche. Faut-il continuer avec le franc CFA? Faut-il renégocier les principes? Parce que l'objectif a été atteint, tout le monde a eu ce qu'il voulait et les gens ont été outillés sur la question monétaire. Le franc CFA n'est pas une monnaie adéquate pour la croissance économique des États-Unis, a laissé entendre le conférencier, l'économiste togolais, professeur Kakonou Bokbo, que je vous invite à écouter. La question monétaire est une question d'actualité. Dans la zone euro, la question se pose. Dans la zone franc, elle se pose également parce que nous sommes en proie à un chômage massif de nos jeunes et nous avons l'obligation de réfléchir aux politiques publiques adéquates qui pourraient sortir nos jeunes du sous-emploi. Et donc, parmi les politiques publiques, il y a également la politique monétaire, donc la manière dont le franc CFA est géré. Et mes positions là-dessus ne sont pas nouvelles, elles sont connues. Je reproche en particulier au CFA, s'agissant de la question du chômage des jeunes, d'être un système qui réprime le crédit, qui devrait permettre à nos jeunes d'investir, d'avoir des activités, de créer eux-mêmes des emplois. Donc la conférence avait comme objectif de sensibiliser nos étudiants de l'Université de Lomé sur l'importance de mettre les instruments dont nous disposons au service du bien commun. Et ce que j'appelle le bien commun, c'est l'emploi des jeunes essentiellement. Nous avons vécu des décennies de tabous et à l'heure actuelle, nous arrivons aujourd'hui à poser le débat sur la place publique. Le débat qui consiste à savoir quelles sont les meilleures politiques
pour l'avenir de notre jeunesse. Il faut qu'il y ait une mobilisation accrue des sociétés civiles, de l'opinion publique, de sorte que cette question du CFA soit au cœur de l'agenda du développement. Le mener jusqu'au bout. Ceux qui pourraient penser que notre détermination pourrait flancher se trompent. Plus que jamais, nous sommes déterminés à ce que nos populations puissent bénéficier de la richesse qu'elles ont produite elles-mêmes. L'ambassade des États-Unis au Togo a renouvelé son accord de financement à 4 ONG togolaises en charge de la planification familiale, de la santé sexuelle et de la reproduction, avec cet appui financier estimé à $185 000 US. Ces ONG vont mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain sur la thématique. Écoutons quelques bénéficiaires. Je représente l'ONG Action contre le sida. Nous travaillons essentiellement avec les personnes vivant avec le VIH. Et sur ce projet, nous allons travailler avec les femmes séropositives en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes séropositives de 15 à 49 ans, pour pouvoir espacer les naissances, planifier les naissances afin d'éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous avons reçu un financement de près de $50 000. Ces financements vont nous permettre de faire des activités de planification familiale en stratégie fixe et en stratégie mobile pour les populations et pour les PDVIH au sein de notre structure. Nous allons également travailler sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, surtout chez les femmes séropositives. L'association Petite Sœur à Sœur, notre mission, c'est d'améliorer le bien-être et la santé des jeunes vulnérables au Togo, mais plus spécialement des jeunes filles. Et encore plus spécifiquement les professionnels de sexe et les apprentis. La mission, normalement, elle doit faire 8 mois. Sur ce projet, nous avons reçu une subvention de l'ambassade des États-Unis de $39 965 américains. Nous attendons de cette mission donc une très large diffusion de l'information en matière de santé sexuelle et reproductive. Notre mission à l'ONG Eclipse Togo, nous sommes spécialistes dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous intervenons également dans la santé sexuelle et de reproduction et la planification familiale. Nous allons pouvoir former le personnel de Eclipse Togo pour accompagner les malades de quartier supervisés qui sont pratiquement au nombre de 3. Je pense que c'est globalement les grands désirs. Nous allons pouvoir, dans les formations sanitaires, faire au moins 3000 causeries. Cette subvention s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme du Fonds de l'ambassade pour l'Afrique de l'Ouest pour la planification. Écoutez David Guillemot, ambassadeur des États-Unis au Togo. La promotion de la santé des populations défavorisées à travers le monde est une grande priorité par les États-Unis. En particulier, le gouvernement des États-Unis cherche à aider d'autres nations à s'attaquer aux problèmes tels ceux liés à la santé maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale volontaire et la lutte contre la propagation du VIH-Sida. Nous abordons ces priorités de diverses manières. Le Fonds de l'ambassadeur pour l'Afrique de l'Ouest est l'un des moyens par lesquels les États-Unis jouent un rôle actif dans la résolution des grands problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés. À travers ces fonds, nous pouvons soutenir 4 projets pour une durée d'1 an ici au Togo. Et nous sommes tout aussi heureux d'annoncer aujourd'hui que nous sommes en mesure de prolonger ce financement pour 1 année supplémentaire. Ces ONG locales ont été sélectionnées pour recevoir des subventions de WAF pour la première fois en 2015. Le processus de sélection et de suivi de ces bénéficiaires. Les enseignants-chercheurs de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis cette semaine à Lomé en un colloque de 2 jours sur les questions de paix et de développement dans l'espace CEDEAO. Ce colloque est organisé par le laboratoire dynamique spécial et intégration régionale en collaboration avec le Cercle panafricain de recherche sur la sécurité, la paix et le développement. Il était question pour ces participants de mener des réflexions ensemble afin de formuler des recommandations aux décideurs. Professeur Etieli Kokoufoli, directeur scientifique du LACIDIR. Après les indépendances, les États africains ont compris qu'ils ne peuvent pas agir seuls pour booster le développement social et économique. Ils ont voulu fédérer leur énergie pour ce développement social et économique. Et donc, c'est la première vocation de la CEDEAO. Mais le développement ne peut s'opérer dans une situation conflictuelle. Et c'est ce qui a conduit la CEDEAO à mettre en place des mécanismes juridico-politiques de prévention et de gestion de conflits. Donc, paix et développement sont donc des réalités qui entretiennent
entretiennent une sorte de relation dialectique. On ne peut pas avoir un développement harmonieux dans une situation conflictuelle. Au même moment, le développement se nourrit également de la paix. Nous sommes dans la semaine de l'intégration et nous sommes également à la veille du 42e anniversaire de la CEDEAO. Donc il faut interroger les objectifs de la CEDEAO, questionner les pratiques qui ont cours dans l'espace CEDEAO pour mieux comprendre, pour apporter nos réflexions sur ce qui se fait et soit d'accompagner la CEDEAO dans ce processus d'intégration qui est irréversible. Il est question durant ces 2 jours de nous interroger sur les facteurs qui entravent le bon fonctionnement de la CEDEAO. Il s'agit d'abord de réfléchir sur les institutions de la CEDEAO, sur l'État et la gouvernance, avec en toile de fond la démocratie dans nos États ouest-africains. Une fois ce travail effectué, des recommandations seront faites à l'endroit des décideurs et qui prendront toutes les mesures possibles avec une sorte de plaidoyer que nous ferons pour que les résultats ou les conclusions issues donc de ce colloque-là puissent commencer à être appliquées. Autre actualité qui a marqué cette semaine, la tenance est intervenue à la tête du MET, le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. Après 1255 jours passés à la tête de ce mouvement étudiantin, Kondo Komla-Vie à Komabou a passé la main à Komla Agdougo. C'était à l'issue du 7e congrès électif tenu mercredi dernier à l'université de Lomé, placé sous le thème « Le mythe, un mouvement au service de la communauté estudiantine ». Agdougo Komla dirige un bureau de 9 membres pour un mandat de 2 ans. Nous l'écoutons. Nous allons nous réunir au sein du bureau et définir les grandes lignes, à savoir le bitumage des pistes de l'université de Lomé. On va demander aussi à rehausser les bourses et les allocations universitaires. Nous allons demander aussi qu'on nous construise des WC et des urinoirs sur toute l'étendue du territoire universitaire, puisqu'il y a certains camarades, faute de WC, ils défèquent en l'air libre. Donc ce sont les grands chantiers. Mais il y a une inquiétude aussi qui plane sur la tête des étudiants, celle de la hausse des frais d'inscription. On va vraiment s'atteler à cela pour voir dans quelle mesure on va discuter avec les autorités universitaires pour qu'on ne hausse pas les prix. Je suis dans le mouvement plus de 6 ans. Toutes les activités, c'est nous qui les organisons. Nous sommes vraiment déterminés à arracher des meilleures choses. On dépose les plateformes de revendication et puis on va à la négociation par le dialogue. On a tout ce qu'on veut. Souvent, pour prendre des grandes décisions, il faut consulter les étudiants. On va entamer la seconde rubrique de cette émission à présent, la rubrique avec notre invité de ce jour, comme on vient de vous l'annoncer. Mais avant l'invité, on va permettre à Ernestine Akogo, qui a relu pour nous les parutions de cette semaine, la revue de presse à présent. La revue de presse, Ernestine Akogo. Nous commençons la revue de cette semaine par le messager de Tchabouré, sommet islamique arabo-américain, les raisons de la présence du Togo au sommet de Riyad. Selon le journal, le sommet de Riyad est pour établir un nouveau partenariat pour faire face à l'extrémisme et au terrorisme. Du côté de Nouvelle Opinion, on nous informe la présence du président des USA à ce sommet dénote de la volonté des nations du monde de trouver des stratégies efficaces contre ce fléau qui prend des proportions inquiétantes. Et pour conclure l'article, El Hadjarim Yao dit le chef de l'État togolais s'est entretenu avec plusieurs de ses pairs sur des sujets d'intérêt commun. Un autre sujet épluché par les parutions de la semaine, Koujokoum Pekemsi, DG de la Lonato, reste imperturbable et Kritingo Tingo, selon le journal, ce directeur hors pair est un vrai combattant. À sa suite, le journal dit, il y a eu peu, c'est par une supposée affaire de détournement de fonds que le nom de Koujokoum Pekemsi fut encore cité par certains médias. Pour lui, il s'agit des représailles pour des faits dont nous préférons taire les contours. Avis contraire, le correcteur paru le 22 mai écrivait « Confidentiel, processus du conditionnement des électeurs pour les échéances de 2018 et 2020, les députés sont interpellés pour exiger une gestion saine et transparente des ressources de l'État. Pour le correcteur, le Togo est une république des anomalies. » En politique, l'éveil de la nation de ce vendredi écrit « Montée en puissance du PNP sur la scène politique ». Le 13 mai dernier, le stade de Sokoré avait fait son plein pour accueillir l'un de ses fils. Le peuple thème à la recherche d'un leader en qui il pouvait se retrouver depuis la disparition du feu Djobo Boukari. Le journal continue son analyse et dit « Face à un tel schéma, la probabilité pour que ce soit a priori sur l'électorat de l'ANC qui soit dans le viseur de Tiki
dépit est très grande. Le phénomène Tipi Achadam, écrit Focus Info. Le journal de Jean-Paul Agbou a relaté à consacrer 2 pages à l'article avec des analyses pointues. Pour les prochaines élections, nous allons positionner des candidats dans toutes les circonscriptions et notre ambition est d'obtenir une majorité pour participer à la gouvernance de notre pays, a indiqué un des conseillers du PNP. L'homme à la tête du PNP reste tout de même un inconnu du grand public qui apprend à le découvrir. Dans le social, les journaux ont abordé la grève de 3 jours des greffiers au Togo. L'alternative, le billet hebdomadaire de Ferdinand Mensaïté, écrivait mardi déjà, paralysie dans le secteur de la justice, les greffes en grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le manque de locaux dans lesquels ils sont contraints de travailler sont aujourd'hui à l'origine de la dégradation certaine des conditions de travail dans tous les greffes du Togo. Voilà le calvaire décennal des greffiers du Togo, nous informe le journal. Qui parle de la grève des greffiers fait allusion indirectement à la gestion du pays. La cible de l'Ossandrake numéro 14 écrit « Gouvernement Classo vers un dépôt de bilan ». La géopolitique régionale et internationale impose au gouvernement togolais aujourd'hui de casser la routine politicienne pour penser des projets innovants. Et qui part du gouvernement pointe du doigt Fonya Singbe comme le chef des chefs. Et c'est en cela que le triangle des enjeux l'interpelle. Gestion calamiteuse au sommet de l'État, plus de 1717 milliards de recettes fiscales en 3 ans consommées par les voyages de Fonya Singbe et les dettes publiques. Selon l'économiste Koumounete Doji, le Togo dépense l'argent dont il ne dispose pas. Plus, la divine providence veillait sur nous et marchait à nos côtés, a-t-il conclu. Merci à Ernestine Kogo qui nous a permis quand même de voir ce que les différentes apparitions de cette semaine au Togo ont écrit. Là, nous sommes avec notre invité, nous l'annonçons d'ailleurs au sommet, c'est Dr Pierre Djimongou Sambiani. Il est secrétaire général de l'UFC, également député de cette formation politique à l'Assemblée nationale. Dr Pierre Djimongou, une fois encore, bonjour. Bonjour. Je serai avec Joachim Agbetim de la rédaction de Victoire FM pour animer ce débat. Joachim, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tout le monde. Docteur Sambiani Djimongou, l'actualité est marquée, vous le savez bien, par cet accord intervenu entre votre formation politique UFC avec RPT devenu uni il y a 7 ans, hier, jour pour jour. D'emblée, quels sont les acquis de cet accord ? Oui, avant de faire le bilan de cet accord, permettez-moi de rappeler aux auditeurs l'objectif et le but que l'UFC s'est fixé en signant cet accord. L'objectif est de créer les conditions pour atteindre notre but, ce but qui est l'alternance politique pacifique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un changement de régime dans la douceur, sans violence. Sans bain de sang. Sans bain de sang. Alors, quelles sont ces conditions alors et comment les obtenir? Ces conditions, c'est ce que nous appelons l'apaisement du climat politique ou la décrispation de l'atmosphère politique. Et ces conditions, c'est aussi la relance de l'économie pour entamer la reconstruction nationale. Aujourd'hui, vous voyez tout ça là? L'apaisement d'abord. Comment l'obtenir? L'apaisement doit se tenir par la volonté des deux parties d'aller à un dialogue franc et constructif. Sincère aussi. Bien sûr, ce que j'appelle franc et sincère et constructif. Donc, c'est au cours de ce dialogue que nous allons nous accorder des concessions mutuelles. Par exemple, accorder une amnistie pour qu'en retour... Amnistie à qui? Aux tenants du pouvoir. Ah d'accord. Oui, c'est des garanties. Pour des garanties qu'il faut donner aux uns aux autres et qu'ensuite ils s'engagent à faire les réformes pour aboutir à des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc c'est dans un climat apaisé que ces discussions-là peuvent
avoir lieu. Et la deuxième chose, c'est commencer tout de suite la reconstruction nationale. Parce que ce n'est pas dans un pays complètement délabré que l'UFC pourra gérer le pays. Donc il faut déjà penser à la relance de l'économie, créer des emplois, lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et ça évite les frustrations qui peuvent conduire encore à des dérapages, à des grèves qui peuvent compromettre donc ce climat d'apaisement qui peut nous conduire à cette alternance politique pacifique. Maintenant, pour revenir à votre question, le bilan. Quel est le bilan? Voilà, quand en matière de paix, d'apaisement du climat socio-politique, il faut le reconnaître aujourd'hui que nous ne pouvons pas comparer la période que nous vivons à celle d'avant l'accord. Aujourd'hui... C'est avant 2010. Avant 2010. Aujourd'hui, tous les responsables, tous les partis politiques circulent sur toute l'étendue. Oui, mais quand même, M. Dimongo, l'apaisement semblait être déjà de mise dans le pays, étant donné qu'il y avait eu un dialogue intertogolais auquel votre parti politique aussi avait pris part. À cette époque, l'UFC dur. Oui, l'UFC dur avait pris part à ce dialogue. Et l'atmosphère politique était décrispée. Oui, non, on ne peut pas dire que c'était totalement décrispé. Parce qu'avec M. Gilles Christ Olympio à l'extérieur, la situation n'était toujours pas réglée. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, avec la présence de Gilles Christ dans le pays, c'est un grand signe de décryptation. Ça rassure les partenaires. Ça, il faut le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître. Alors, pour parler d'apaisement, continuer de parler d'apaisement, nous pouvons dire aussi qu'aujourd'hui, les responsables des partis politiques dorment tranquillement chez eux. Bien sûr. Oui. Ils ne sont plus dans les maquis. On ne parle plus de bains noirs. Les partis d'opposition peuvent faire des meetings dans les fiefs présumés du pouvoir et vice-versa. Il y a des cas récents. Justement, on déplore les incidents arrivés à Kara la dernière fois et nous condamnons. Avec le PNP. Mais ça, c'est des dérapages qui peuvent arriver dans la mise en œuvre de tout projet. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas quand même comparer cette période et aux périodes passées. Nous pouvons dire encore aujourd'hui que le 13 janvier n'est plus une fête. Ça, c'est un signe aussi. Grâce à votre accord. C'est clair. Le 13 janvier n'est plus une fête, mais il reste encore des choses à faire. Par exemple, il y a un boulevard qui porte toujours le nom du 13 janvier. Et ça n'a plus son sens. Il faudra le revoir. Mais à l'UFC, nous savons prendre les choses une à une. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne voulons pas prendre tout de suite. Nous avons obtenu déjà que le 13 janvier ne soit pas une fête. C'est déjà quelque chose. La réhabilitation du premier président de la République a commencé. Nous ne disons pas que c'est satisfaisant. Ça a quand même commencé. On a même donné son nom à un grand centre hospitalier. C'est une autre histoire. Vous vous réjouissez de... Nous disons que c'est une autre histoire. C'est quand même pas. C'est quand même pas. On dit, on sent qu'il y a une volonté. Nous ne décourageons pas les autres. Il ne faut pas toujours prendre les choses négativement. Nous essayons de prendre les choses une à une pour avancer. Donc, en clair, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui, 7 ans après cet accord? Ou bien vous éprouvez des regrets? Nous l'avons dit dans notre communiqué qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le chômage des jeunes. On l'a dit. On a dit qu'il y a les réformes. Une question des réformes constitutionnelles, la décentralisation. Mais quand même, avant d'en arriver là, si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure que grâce à votre accord, l'atmosphère politique est totalement décrispée et les opposants dorment tranquillement chez eux. Les manifestations dans les fiefs des coins. Et même en semaine, si vous ne voulez pas. Oui, mais ce qu'on constate, le RPT est devenu, entre-temps, unir ne parle pas de cet accord, mais c'est l'union des forces de changement qui l'évoque tout le temps et s'en félicite. Oui. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que nous ne devons pas le faire? Vous savez, l'accord RPT-IFC a permis quand même, en 6 mois, d'obtenir les choses. 6 mois. En 6 mois. Nous avons dit qu'en 6 mois, on devait avoir des réformes. En 6 mois, j'ai su le communiqué du comité de suivi RPT-IFC. Et nous avons obtenu, nous avons obtenu la limitation de mandat, nous avons obtenu les 2 tours, nous avons obtenu encore
les conditions d'éligibilité du président de la République. Mais c'est l'opposition qui s'est levée comme un bouclier pour dire non, jamais. On ne peut pas laisser le RPT et l'UFC gérer cet accord. Non, non, voilà. Non, c'est comme ça que c'est cette passé. Question de réforme préoccupe beaucoup de Togolais, y compris vous, les acteurs politiques et également vous, les députés. Alors, vous avez dit tout à l'heure, je voudrais que vous puissiez répéter cela et que les Togolais essaient de bien vous cerner. Vous avez dit que les réformes ont été obtenues en 6 mois. En 6 mois et que cela n'a pas pu être acté. Bien sûr. Non, éclairez-nous s'il vous plaît. Le comité de suivi, le communiqué du comité de suivi du 27 novembre 2010 a bien reconnu, a bien sorti ce document, a bien sorti ces éléments-là qui sont parvenus à la durée et la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin de l'élection présidentielle, les conditions d'éligibilité du président de la République. Ça, c'était obtenu. Il restait seulement à introduire le document à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, l'UFC et le RPT avaient la majorité qualifiée pour faire les réformes là, à l'Assemblée. Mais le bouclier, la vie du bouclier est arrivé de l'opposition elle-même. Il y a un courrier qui est arrivé qui dit non, qu'on ne peut pas laisser l'UFC et le RPT seul faire ces réformes, ça doit faire dans le cadre de l'APG. Vous pouvez venir de l'opposition, bien sûr, concrètement de qui c'est le cas qui a commencé, qui a commencé par, qui a sorti ce document, qui nous a envoyé ce document. Et on ne pouvait pas laisser l'UFC et le RPT seuls faire ces réformes-là. On veut faire les réformes, on veut savoir qui va les faire. C'est ça le problème, c'est ce qui nous a mis aujourd'hui. Oui, non, mais quand même, en novembre 2010, le RPT, disons, l'UFC était secoué par une crise au niveau de l'Assemblée nationale où vous n'aviez plus la totalité, le contrôle de la totalité des députés. Mais le peu qui l'intéressait permettait d'avoir les 4/5e. Bien sûr, nous avions encore 17 députés, plus les 50 députés. On avait les 4/5e. On avait les 4/5e et ça passait. Et c'est vous qui avez refusé aujourd'hui. Voilà, 7 ans après, vous êtes en train de courir derrière ce que nous avons obtenu en 6 mois. Pas nous les journalistes, vous faites allusion aux députés. Non, ce n'est pas les députés. C'est les partis d'opposition. C'est les partis politiques d'opposition qui se battent aujourd'hui. 7 ans après, vous êtes en train de chercher ce que nous avons obtenu en 6 mois. La crème de la crème n'a pas pu obtenir en 7 ans ce que la coquille vide de l'UFC a obtenu en 6 mois. Voilà. Donc vous reconnaissez que l'UFC était devenu... Non, c'est pour dire ce que vous dites, vous avez l'habitude de dire. Pour vous montrer que voilà, la coquille vide obtient en 6 mois ce que la crème cherche en 7 ans. Donc, alors, à vous-même d'en juger. Aujourd'hui, si les réformes ne sont pas opérées, ce n'est pas du ressort de l'UFC, mais de l'opposition. Écoutez, ça a été une aubaine pour le pouvoir. Ça a été une aubaine pour le pouvoir qui avait le couteau à la gauche. On a donné, disons, l'occasion au pouvoir de faire marche arrière. Parce que cet accord l'amenait carrément à perdre le pouvoir. Et aujourd'hui, voilà, 7 ans après, nous souffrons, nous cherchons. On a crucifié Gilles Christ-Olépio. On s'est même partagé ses habits. Certains ont pris le manteau de chef de file de l'opposition, qu'ils n'arrivent même pas à porter. Et d'autres ont pris le titre d'opposant charismatique. C'est aussi ça, l'une des conséquences de cet accord. Voilà, il y a eu beaucoup de frustration. Juste au lendemain, il y a un autre parti de l'UFC qui est parti, qui a créé quand même l'ANC aujourd'hui. L'objectif global de cet accord, c'est la paix, vous venez de le dire, le partage du pouvoir, la décrispation du climat socio-politique. Il y aura quand même des gens de l'UFC dans l'administration, dans les ambassades aujourd'hui. Est-ce qu'à ce côté-là aussi, l'accord est respecté? Nous avons eu des gens au gouvernement, mais de ce côté, la participation à l'administration, tout ça, l'accord n'a pas été pleinement appliqué. Ça se comprend aussi. Et cela est dû à quoi? Oui. Si le pouvoir n'a pas pu concéder à l'Union des forces de changement de positionner des gens dans les ambassades, dans les diplomaties, bon, en tout cas, à travers le monde, cela était dû à quoi?
Cela dit à quoi? Vous savez, l'objectif principal, je vous l'ai dit, n'est pas forcément d'avoir des gens partout. Comme on dit, on a dit entre-temps que nous sommes allés à la mangeoire. Mais c'est quand même ce qui est acté au niveau de la grande de c'est acté. Oui. Peut-être que c'est venu de la part de l'UFC nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons demandé un moratoire. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé en entrant au gouvernement. Nous avons dit, nous allons aller étape par étape. Nous allons entrer au gouvernement, nous allons voir ce que ça fait et ensuite nous verrons au niveau des régimes, collaboration. Vous avez quand même prévu adopter un modus operandi, c'est ce que vous avez écrit à l'époque. Oui, c'est ce que nous étions en train de faire. Nous étions en train de faire. Et ça, c'est pas fini. Ah bon? Oui, c'est pas fini. Oui, mais si vous n'avez pas pu avoir des gens dans les institutions, pensiez-vous à l'époque quand même que l'accord dont vous aviez fait tout à l'heure pouvait être, les réformes pouvaient être opérées? Si, pourquoi pas? Puisque nous avons le communiqué là pour le démontrer. Non, mais vous nommez au niveau des institutions, c'est beaucoup plus simple que d'aller à ces réformes. Non, pas forcément. Pas forcément. Les nominations. Non, nous devons prouver par là que nous ne sommes pas venus uniquement pour chercher des postes. Nous voulons aussi participer à l'action gouvernementale pour comprendre, pour apprendre à gouverner, pour connaître les rouages. C'est vrai. Mais nous avons voulu voir ce que ça pouvait donner, notre entrée au gouvernement, avant de procéder, d'élargir nos militants à d'autres secteurs. Parce qu'au début de l'accord, vous étiez 7 ministres, vous avez occupé 7 portefeuilles. Aujourd'hui, à peine on vous trouve en 2 portefeuilles dans le gouvernement. Oui, c'est là aussi, ça se comprend. Nous sommes allés à des élections législatives. Nous avons un résultat qui n'était pas bon. Et c'est normal que le nombre soit réduit. Et ça, peu importe le nombre, c'est l'idée ou bien ce que nous voulons faire au sein de ce gouvernement. Est-ce que ce mauvais résultat aussi, ça ne provient pas de cet accord que vous avez signé avec le parti? Non, pas forcément. Que la population ne partage pas cette démarche. Non, vous savez, il ne faut pas toujours tout rejeter sur l'accord ou sur la population. Non, l'accord n'a pas été bien compris par la population, c'est vrai. Mais l'accord n'a pas été... par certains même de vos militants. Non, là où j'arrive, laissez-moi développer. L'accord, effectivement, n'a pas été bien compris par le peuple pour plusieurs raisons. La première raison, peut-être que nous n'avons pas suffisamment expliqué, nous n'avons pas bien expliqué. Mais il faut aussi dire que du côté de ceux qui sont partis, il y a un véritable matraquage médiatique. Il y a eu un véritable sabotage. On a raconté du n'importe quoi. Et voilà, c'est ça qui a amené le peuple aujourd'hui à nous sanctionner, peut-être en 2013. Mais aujourd'hui, vous voyez, la situation est en train de changer. Le peuple est en train de comprendre. L'Union des forces de changement renaît? Oh là, mon ami, vous allez voir. Nous ne sommes pas encore allés aux élections. Nous sommes en train de reconstruire tranquillement, calmement, doucement, avec patience, mais avec beaucoup de précautions, beaucoup de minutie. Nos fédérations, on est en plein chantier. Mais ne vous en faites pas. Le résultat, la fin justifie les moyens. Nous allons faire des élections. Nous sommes en train de nous apprêter. Nous allons voir. Vous avez parlé dans le communiqué que vous avez sorti à l'occasion donc de cette fête, disant que vous parlez plutôt de réforme économique et du retour du Togo à l'international à cause de l'accord RPT-UFC. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette relance économique et le retour du Togo à l'international, que c'est grâce à votre accord? C'est pas à cause, c'est grâce. Vous avez dit à cause de l'accord RPT. Non, ce n'est pas à cause de l'accord, mais c'est grâce à l'accord. Je vais rectifier là-bas. Ouais. Vous savez, vous-même comparez le premier quinquennat de Faure. Et dites-moi dans quelle situation était le pays. Comparez le premier quinquennat. Le démarrage de la reconstruction a commencé après l'accord. C'est la signature de l'accord qui a permis au pays d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT. Et le Togo a bénéficié de 82% de remise de la dette. C'est l'accord qui a amené la décrispation, qui a rassuré les partenaires économiques et financiers qui sont revenus. Les institutions de Bretton sont de retour. C'est cet accord qui a permis au Togo de retrouver les investisseurs. Et vous voyez, regardez, comparez les routes de Lomé avant
2010, et comparez les routes de Lomé aujourd'hui. Les grands chantiers que vous voyez, le port de l'aéroport, c'était tout ça, c'est après la signature. Tout ça, c'est le fruit de cet accord. Mais bien sûr, le Togo était sous embargo, non? Avant l'accord, le Togo était sous embargo. C'est vrai ou c'est faux? Vous devez trouver l'argent à ce moment-là où vous faites ces travaux. S'il n'y a pas eu cet accord. Dites-moi où vous devez trouver cet argent. Autrement dit, vous balayez de revers de main totalement, où vous faites une croix rouge sur l'accord politique global qui était le fruit d'un dialogue inter-togolais entre vous, les acteurs politiques. Puisque cela aussi, c'est venu après l'élection, quoi qu'on dise, contestée de Fonya Singh en 2005. L'accord politique, c'est 2006. Oui. De 2006 à 2010, qu'est-ce qu'on a vu? Zéro. C'est le premier quinquennat de Faure. Dites-moi sur le plan développement et tout ça. Il y a eu quand même un gouvernement d'union nationale que vous avez saboté. Ah non, on ne parle pas de sabotage. Nous sommes libres de rentrer. Non, nous sommes libres de rentrer dans un gouvernement ou non. Nous sommes un parti politique. Non, mais quand même, ce n'était pas les clauses de l'accord politique global. Nous ne sommes pas obligés de rentrer dans un gouvernement pour être utile. Mais c'est pas ce que vous avez dit à Blaise Compaoré qui était le médiateur. Écoutez, nous ne sommes pas obligés. Qui vous a dit ça? Vous étiez là-bas? Vous étiez là? Quand vous aviez signé l'accord, alors il était convenu que vous alliez participer à un gouvernement d'union nationale pour la mise en œuvre des clauses de l'accord de l'APG. Je veux vous dire qu'à aucun moment, le gouvernement qui a été mis en place n'a fait appel à l'UFC pour discuter de quelconque réforme. Dites-moi quel jour et dis-moi quel jour et comment. Dites-nous, le gouvernement d'union nationale, quel jour a fait appel à l'UFC pour débattre des réformes? Non, mais il y avait eu un faux départ vous aviez refusé de rentrer dans le gouvernement. Est-ce qu'on a besoin d'être au gouvernement pour discuter des réformes? Et donc aujourd'hui, pour vous, c'est grâce à l'accord que vous dis que de 2006 à 2010, montrez-moi ce qui a été fait. Il faut attendre 2010 pour voir le Togo décoller grâce à cet accord. Non, dites-moi, montrez-moi de 2006 à 2010 ce qui a été fait. Montrez-moi ça. Tout a démarré à partir de l'accord, à partir de 2010. Donc, vous ne voulez pas le reconnaître. Gilchrist Olympio était incontournable. Mon ami, mais il reste incontournable. Aujourd'hui même, il reste incontournable. Aujourd'hui, cet accord, le premier but, c'est de réduire un peu le chômage, la décentralisation, les élections locales. Aujourd'hui, c'est vrai, vous reconnaissez que 7 ans après, il y a encore des choses à faire. C'est vrai que dans le pays, beaucoup de Togolais ne se reconnaissent même pas dans cet accord-là aujourd'hui. En témoignent les différentes déclarations. Que faut-il faire pour remonter la pente là où vous avez touché, que bon, ça ne marche pas? C'est vous qui faites des déclarations que beaucoup ne se reconnaissent pas dans cet accord. Cette déclaration n'engage que vous. Ah bon? C'est vous qui le dites. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais reconnaissent que cet accord est un bon accord. Les mérites donc de cet accord? Oui. Mais je vous dis que la chape de plomb sous laquelle on vivait, on ne l'a plus. Vous ne visitez pas l'intérieur du pays. Vous ne savez pas comment les CB, les chefs de brigade, disons, menaçaient les populations. Moi, je suis de l'intérieur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Comment certains chefs cantons menaçaient nos militants, cela, ça n'existe plus. Vous ne pouvez pas comparer ça. Maintenant, pour parler du chômage, de la pauvreté, c'est vous qui venez de l'évoquer. Et vous l'avez reconnu que c'est un des échecs cuisants d'ailleurs de l'accord. C'est que vous n'avez pas pu faire en 7 ans. Non, c'est vous qui parlez d'échecs cuisants. De toute façon, vous l'avez reconnu quand même. Non, écoutez, nous avons dit, quand on fait un bilan, on reconnaît ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Dans tout projet, on s'arrête toujours pour faire l'évaluation, pour voir ce qui marche, ce qui ne va pas, et pour rectifier. On ne peut pas dire que tout marche comme sur les roulettes. Non, et c'est ça que nous faisons aujourd'hui, pour rectifier le tir, pour rappeler les gens. Effectivement, vous l'avez dit, que c'est un caillou dans la bosse. C'est ce que vous dites. Effectivement, nous le reconnaissons. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Parce que pour nous avions 2 gros projets pour relancer l'économie, pour résorber le chômage et améliorer les conditions de vie. Mais quels sont ces projets-là? Le premier projet, c'était le port de Lomé. Nous avions comme partenaire le port de Dubaï. Et Dubaï qui venait ici
pour reprendre, faire un grand port à Lomé. Et on prévoyait faire une grande zone industrielle à 100 km d'ici dans la région de Ngotien. Et avec un chemin de fer, on reproduisait tout ce qui est fait à Dubaï. Alors ça, dites-moi, combien d'emplois ça a créé? Et ça, on faisait. Attendez. Oui, allez-y. Oui, non, usine de montage, ça, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement mais ça. Le port est repris pas Bolloré. Ce que je veux dire, ça, c'était notre projet à nous. Avant. Notre projet à nous. Et ça, c'est que ça devait être un projet très porteur, que Bolloré. Donc, on faisait cette grande zone-là, industrielle là-bas, et on fait un petit Dubaï dans le Togo. Et voilà combien d'emplois on allait créer avec ça. Imaginez-vous. Le deuxième, c'est la vallée de l'Outil, la mise en valeur avec le complexe agro. Qui devait gérer le président national a fait quand même des tournées. Mais voilà, nous sommes dans un gouvernement, c'est pas le programme de l'IFC qui est déroulé là-bas. Nous apportons notre contribution, nous disons ce que nous pensons, ils sont libres de l'accepter ou pas, mais nous continuons toujours de parler. Fogna Singbe lui-même l'a reconnu, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord pour faire avancer le pays. Voilà, nous avions ce groupe. Si nous avions pu mettre ces deux projets en route, je ne pense pas qu'on parlerait de chômage aujourd'hui dans ce pays. Et on allait beaucoup décrisper, là encore mieux décrisper la situation sociale. Est-ce que vous avez encore un plan B? Parce que ces deux projets-là, banalement, vous ne l'avez pas réalisé. Est-ce que vous avez un plan B? Le plan B, c'est continuer à remettre nos structures en place pour conquérir vraiment le pouvoir et mettre notre projet de société en place. C'est ça. Et ces autres, la jeunesse, le chômage, vous avez aussi touché l'épineuses question des réformes constitutionnelles et institutionnelles aussi. À ce côté-là aussi, c'est vrai. Quelle est la démarche de l'UFC pour obtenir ces réformes? C'est l'actualité aujourd'hui. Oui, puisqu'en 6 mois, ça n'a pas pu. Vous dites l'opposition a bloqué. En 6 mois, ils ont réalisé les réformes, mais c'est l'opposition qui aurait bloqué. Pas qui a bloqué. Effectivement, c'est l'opposition, ça veut dire que vous assimilez au gouvernement. Non, je dis c'est nos collègues de l'opposition qui ont bloqué. Ah, d'accord. Et ça a même continué. On ne sait même pas. Au TPDC renouvelé, c'était la même démarche. Ils ont encore bloqué. Vous avez donné encore l'opportunité au pouvoir de repousser les échéances. Et voilà là où on en est. Comment compte faire les réformes au niveau de... Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour obtenir ces réformes? Vous savez, dans le contexte politique togolais aujourd'hui, j'entends souvent les journalistes renvoyer la balle à l'Assemblée nationale, c'est les députés qui doivent faire les réformes. Non, vous vous trompez. La clé des réformes ne se trouve pas à l'Assemblée du Sud. Le chef de l'État l'a dit. Non. La clé des réformes aujourd'hui se trouve au niveau des états-majors. Au niveau des états-majors des partis politiques. Les deux partis qui peuvent faire les réformes aujourd'hui à l'Assemblée, c'est UNIR et l'ANC. À eux deux, ils totalisent au moins 80 députés. Mais aujourd'hui, voilà, la situation est bloquée. La situation est bloquée pourquoi? Le président national de l'ANC a crié pour obtenir ce titre de chef de file de l'opposition. Il s'est fait nommer par le chef de l'État. Il s'est fait nommer? Oui. Mais quand même, étant donné que c'est lui qui détient, qui est le président de l'État, qui a signé le décret instituant le chef de l'opposition, c'est le chef de l'État. Ah oui, mais j'arrive, je suis en train de faire raison. Oui, j'arrive. Oui. Ok. On a sorti un arrêté pour nommer le président de l'ANC comme chef de file de l'opposition. Ce poste a des avantages, il a des obligations. Le chef de file bénéficie des avantages. Il refuse d'assumer ses obligations. Pourquoi je l'ai dit? Le chef de l'État l'invite à des manifestations officielles. Il refuse d'honorer ses invitations. Il envoie des courriers au chef de l'État. Vous croyez que moi, à la place pour le rencontrer, je vais répondre? Vous refusez de répondre aux invitations du chef de l'État, pas de Fogna Singbe. Et vous attendez que celui-là vous reçoive ou bien réponde à vos courriers, il refuse.
Voilà pourquoi la situation est bloquée. Comment le chef de file de l'opposition peut aujourd'hui aborder, unir pour trouver un terrain d'entente pour faire les réformes? Là, M. Dimongo, insinuez-vous à l'UFC que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui... Je n'insinue rien, je n'insinue rien. Les réformes? Je n'insinue rien. Oui, non, moi je déduis au regard de ce que vous avancez. Je n'insinue rien. Laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Et j'ai dit, aujourd'hui, comment le chef de file de l'opposition, président de l'ANC, compte approcher le pouvoir pour faire des réformes, au risque de se faire taxer d'un second Gilles-Christ. Il est bloqué. Donc je te dis, oui, c'est ça la réalité. Parce qu'il faut approcher maintenant le pouvoir pour faire des concessions. C'est ce que Gilles-Christ avait compris. En disant, j'approche le pouvoir et voilà, nous allons faire les réformes. Nous faisons des concessions mutuelles, nous allons faire les réformes. Et voilà, il a réussi en 6 mois. Et ça fait 7 ans que ceux-là sont en train de courir ce que nous avons obtenu en 6 mois. Donc voilà, se trouve le nœud du problème. C'est là où se trouve le... Vous pouvez tout faire. Est-ce que vous voyez un député unir à l'Assemblée se lever et dire je vais aller dans le sens de l'ANC? Et c'est la même chose du côté de... Votre accord tient encore la route. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas travailler en parallèle afin d'obtenir toujours ces réformes pour le bien des citoyens? Puisque cela était dans votre accord aussi, prévu dans l'accord. Oui, nous n'avons pas baissé les bras, nous continuons de travailler. Vous savez que le comité de suivi de l'accord RPT... Mais quand même, tout porte à croire comme si vous accoquinez, vous attelez toujours sur l'ANC en disant que c'est... Non, ça se passe à l'Assemblée nationale, c'est ça. Si ça doit se passer à l'Assemblée nationale, il faut que le terrain soit déblayé en amont. Et ça doit être déblayé au niveau d'abord des états-majors des partis politiques. C'est quand les consignes sont entendues en haut que les consignes sont données à la base, aux députés. Si ça n'est pas ça, on ne pourra jamais. Donc c'est ce qui a fait que la proposition de loi ici a dit a échoué. Donc vous attendez à jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est... Non, on ne peut pas dire que ça. Pour le moment, ils sont à l'Assemblée. Chacun interprète la décision de la Cour à sa façon. Oui, mais quand même, vous aviez voté aussi contre le projet de réforme envoyé par le gouvernement. Qui t'a dit ça? Non, vous voyez, ça, c'est des accusations gratuites. Tu l'as dit ça la dernière fois, je te l'ai dit. Que le matin du vote, moi, j'ai fait le tour des députés pour dire, au moins cette fois-ci-là, ça doit passer. Ils faisons tout pour que ça passe. Oui. Le tour de quel député? Unir ou bien opposition? Unir opposition. J'ai vu les membres de l'opposition, faisons que ça passe. Le jour du vote. Le jour du vote. Et même si on doit fermer les yeux sur le 3e mandat de force. Même si. Parce qu'il faut au moins, si on avait pu obtenir ça, il serait dans son dernier mandat. On aurait au moins limité ça. Ça, c'était ça, ce que nous avons voulu. Pour nous, à l'IFC, on disait non, un 3e mandat du fort, c'est le moindre mal, à condition qu'il y ait, à partir de ce moment-là, limitation de mandat. Voilà. Aujourd'hui, on ne serait pas en train de courir, de souffrir. Vous savez, quand nous parlons de compromis intelligent, c'est ça. Vous l'avez bien évoqué, c'est dans le communiqué. Il ne faut pas... Compromis intelligent. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Quoi? Il faut éviter le tout ou rien dans une négociation. Il faut éviter le tout ou rien. Et c'est ça que nous faisons ici. Nous voulons tout avoir et tout de suite. Ça ne marche pas. Et nous nous négocions en position de faiblesse. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Est-ce que si l'opposition était à la place d'unir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait avec sa majorité? Est-ce qu'elle va sortir ça là? Donc vous voyez, quand vous négociez en position de force, vous essayez de voir ce que vous pouvez obtenir. Et vous contentez de ça. Vous essayez de vous renforcer et revenir encore. Et vous prenez encore une autre fois. Petit à petit. C'est ça la stratégie. Qui manque peut-être à vos camarades de l'opposition. C'est ça la stratégie de l'IFC. La guerre se gagne bataille après bataille. Allons, mollo. Écoutez, vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Et vous voulez tout de suite venir tout arracher. Mais vous croyez qu'ils vont vous laisser? Mais il faut négocier. Il faut accepter de
de prendre les choses une à une. Ces négociations aussi passent par les différents dialogues, concertations. Mais au Togo, c'est vrai, on a l'impression que ce dialogue-là, on ouvre les cadres, mais rien ne sort concrètement de ces dialogues-là. L'échec aussi des différents dialogues interpolitiques entre les Togolais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les causes? C'est la crise de confiance entre acteurs politiques. C'est ça, la véritable question. Les acteurs politiques ne se font pas confiance. Avec aussi les manœuvres dilatoires du pouvoir, l'opposition a fini par se braquer. Et l'opposition aussi, en se braquant, ne montre pas de signes de tolérance. Et les gens ont peur qu'en perdant le pouvoir, ils vont être victimes de chasse aux sorcières. Et c'est ça. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue, cette concertation, dans un climat apaisé, pour se faire confiance, apprendre à se connaître et faire des concessions mutuelles pour avancer. C'est le prix à payer. Nelson Mandela est sorti de prison 27 ans après. Il ne s'est pas mis à faire la chasse à ses bourreaux. Voilà, ils vivent ensemble. Aujourd'hui, autre moyen trouvé par vos camarades de l'opposition pour obtenir ces réformes, c'est les manifestations de rue. Demain, aujourd'hui, samedi même, il est à Cal 2015, on va organiser un meeting. Est-ce que selon vous aussi, ces manifestations de rue-là ne sont pas les bienvenues quand même pour arracher ces réformes-là? Ça fait 27 ans qu'on marche et qu'on fait des manifestations de rue. Pour nous, c'est dépassé. C'est dépassé. Qu'est-ce que ça va donner? On marche depuis des années. Vous savez, nous disons à nos frères de l'opposition qui ont fait de la rue les bureaux de leur ministère de retourner sur la table du dialogue, de la concertation. Nous avons proposé qu'on reprenne les propositions de loi et qu'on voit ensemble les concessions que nous pouvons faire et qu'on aborde ensuite le parti au pouvoir. Vous dites voilà, nous sommes prêts à faire ces concessions-là. Et vous, qu'est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que nous pouvons arriver à des réformes. Mais aller dans la rue, partout, vous savez, ça ne fait plus peur au pouvoir. Ils sont habitués à cela, ça ne leur dit plus rien. Introduire une proposition de loi à l'Assemblée nationale, ça ne peut pas prospérer. Introduire comme ça. Puisque vous savez, il faut plutôt prendre langue avec le pouvoir. Oui, on a déjà introduit. D'abord, c'est le gouvernement qui a introduit un projet de loi qui a échoué. En juin 2014. Ensuite, il y a eu des propositions de loi. La deuxième est en cours. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi, est-ce qu'on se pose la question, pourquoi le premier projet de loi a échoué? Qu'est-ce qui a changé? Donc c'est en analysant cette question-là, on dit voilà, ils refusent pour ceci. Nous là, qu'est-ce que nous pouvons accepter? Qu'est-ce que nous pouvons leur accorder comme concession? Nous allons toujours à des discussions en disant que nous voulons tout avoir, sur toute la ligne, tout ce que nous avons adressé, les autres doivent l'accepter. C'est là le problème. Nous ne voulons pas faire de concessions. C'est là où nous parlons de compromis intelligents. C'est là. Ce qui manque à vos camarades de l'opposition. Oui, allez faire des meetings là, ça ne dit rien. Oui, à votre entendement aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez dans ce compromis intelligent? Parce que UNIR demande peut-être que la loi ne soit pas rétroactive. C'est ça, vous avez qu'est-ce que vous voulez? Où est le problème? C'est ce qu'on a dit, où est le problème? Si la loi n'est pas rétroactive, s'il faudrait pour l'UFC, il faut que la loi n'est pas rétroactive. Ok. Qu'est-ce que ça fait? S'il y a à la fin limitation de mandat, où est le problème? Est-ce que être candidat veut dire qu'on a déjà gagné? C'est-à-dire que nous, à partir du moment où il faut être candidat, pour nous, il a déjà gagné. Est-ce que c'est ça? Donc on se met dans ces conditions-là et on se braque. Non. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on arrive à s'organiser. L'opposition n'a même pas besoin de faire campagne. Puisque le peuple aujourd'hui sait très bien que ce pouvoir... A soif de l'alternance? Oui. Le peuple a soif de l'alternance. C'est ce que vous constatez sur le terrain? Je suis... C'est clair et net.
Le peuple a soif de l'alternance. N'a pas besoin de faire campagne. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, là, c'est une question d'organisation. C'est nous organiser. Former les agents électoraux. On arrive à couvrir 80% de nos bureaux de vote, nous gagnons les élections. Mais oui, des gens capables de vous rapporter, vous gagnez les élections. Il n'y a rien à faire. Vous passez du temps à crier dans les rues. Ça sert à quoi? Organisons-nous. C'est là le nœud de la victoire. Alors, quel est le cas? L'Union des forces de changement partage l'idée de unir selon laquelle il faut un consensus avant de penser à ces réformes. Mais bien sûr, il faut un consensus. Si il n'y a pas de consensus, comment vous allez faire les réformes? Mais un consensus a été dégagé au niveau de l'APG. Le consensus a été dégagé au niveau de l'APG. Maintenant, dans la mise en œuvre, on dit de faire les réformes de façon consensuelle, ce qui a été dit. Il n'y a pas de consensus encore dégagé. On a dit de faire les réformes de façon consensuelle. Où est le consensus à ce niveau-là? Aujourd'hui, on n'a pas le consensus. C'est pour ça que nous tournons en rond. Et donc, pour l'Union des forces de changement, le parti de Gilchrist Olympio, dont vous êtes le secrétaire général, on peut concéder à Fogna Singbe d'être candidat encore pour 2 prochains mandats. C'est pas sûr qu'il va gagner. Mais pour nous, vous savez, organisons-nous. Nous disons, c'est pourquoi que Gilchrist Olympio dit souvent que nous pouvons nous organiser pour battre même le pouvoir avec les règles du pouvoir. Aujourd'hui, là, c'est une question de volonté. Mais vous savez, c'est pas sorcier. C'est nous-mêmes le problème. Aujourd'hui, vous regardez, l'opposition ne s'attaque pas au pouvoir. L'opposition s'attaque plutôt à l'opposition. Vous avez une fois vu UNIR aller sur les radios attaquer un parti d'opposition? Dites-moi. C'est plutôt les partis d'opposition qui arrivent et qui s'attaquent. Vous contre-attaquez. Vous passez le temps à vous entre-déchirer. Pendant ce temps, UNIR allègrement gère le pouvoir. C'est ça, c'est tout le problème. Hein. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Oui, maintenant, monsieur... allez-y. Oui, monsieur Samdiane Dimangou, aujourd'hui, là, c'est un Togolais qui éprouve des difficultés à vous situer sur l'échiquier politique. Certains même vont aller dire que vous n'êtes plus de l'opposition. Ça fait leur affaire. Est-ce que ça ne nous dérange pas? On n'est pas de l'opposition, pourquoi? Nous avons dit que nous sommes au gouvernement pour travailler avec UNIR pour l'intérêt du peuple togolais. On travaille avec UNIR pour l'intérêt du peuple togolais. On ne travaille pas pour UNIR. C'est là où nous disons que nous sommes des partenaires et des adversaires à la fois. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Nous sommes des partenaires pour construire la paix et nous sommes des partenaires pour développer le pays. Mais pour aller aux élections, chacun va de son côté. C'est là où, dans ce cadre-là, nous sommes dans l'opposition. Le contexte politique togolais aujourd'hui veut qu'on se comporte comme ça. Il faut d'abord s'asseoir, discuter ensemble, aller construire, apaiser le pays, continuer à construire le pays et créer des emplois pour les jeunes, décrisper la situation. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Pour certains, déjà 7 ans que vous continuez votre mille de miel avec vous comprenez, le parti vous parlez, au pouvoir. Non, c'est la mauvaise foi. Vous savez, quand vous recevez des coups, des attaques de partout, vous faites quoi? Vous avez fragilisé l'UFC et vous voulez qu'elle ait des résultats? En attaquant l'UFC comme vous l'avez fait, vous voulez qu'elle ait des résultats? Et aujourd'hui, voilà, vous peinez à obtenir ce que nous avons obtenu en 6 mois. Aujourd'hui, on serait loin. Si vous aviez écouté, on serait très loin. On ne parlait même plus d'alternance, ce serait déjà acquis. Vous n'avez pas voulu... Oui, on serait déjà acquis. Ce serait déjà acquis. Mais regardez, si il n'y avait pas eu scission, aujourd'hui, en 2013, on n'aurait pas perdu les législatives. Et avec ça, je ne suis pas sûr que Faure aurait eu le courage de dire qu'il va briguer un 3e mandat si nous avions gagné les législatives. Voilà là où nous en sommes. Alors, à qui profite le crime? Qui avait intérêt? À qui profite le crime? Qui avait intérêt à ce que nous ne soyons pas unis comme ça. Oui, mais tout porte à croire que M. Gilchrist Olympio et M. Fogna Singbe se rencontrent régulièrement. Alors, est-ce que vous mettez au centre des discussions ces questions préoccupantes, toujours des réformes? Parce que c'est ce que le peuple attend de vous. Mais oui, nous en discutons toujours. Mais le problème, la classe politique s'est accaparée le problème de ces réformes.
Et tout le monde veut. Mais pourquoi vous aussi, vous vous accaparez de cela au détriment des autres? Vous avez dit que nous sommes hors jeu, on vous regarde. C'est ce que vous dites. Que nous ne sommes pas qualifiés pour parler. Nous ne sommes pas qualifiés pour faire les réformes. Vous l'avez dit. Nous avons invité encore au CPDC, nous dit que non, certains Togolais ne sont pas assez Togolais pour faire les réformes. Vous avez refusé de venir. Et voilà la situation. Là aussi, on avait obtenu des résultats. Voilà aujourd'hui. Vous plaignez à qui? Vous plaignez pourquoi? C'est vous qui êtes à l'origine de cette. Pourquoi UNIR a profité de nos turpitudes? Et aujourd'hui, UNIR s'assied allègrement dans le pouvoir. Si le pouvoir prend des airs de faire des choses, c'est parce que nous lui avons donné. Nous avions déroulé le tapis rouge. C'est nous. Il ne faut pas accuser UNIR. C'est nous-mêmes qui lui avons donné déroulé le tapis rouge aujourd'hui. Vous voulez vous plaindre pourquoi? Donc les réformes n'ont plus d'avenir dans le pays? Si, nous, l'UFC travaille dans ce sens. Nous allons obtenir les réformes. Et comment? Mais nous sommes en train de travailler, je vous dis. Par la négociation, par le dialogue, par la concertation. Oui, mais aujourd'hui, vous trouvez déjà dans la logique que les réformes soient opérées et que, Fogna Singbe puisse remplir pour 2 mandats. Non, pas de souci. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Pour nous, nous voulons l'alternance, qu'elle vienne de façon pacifique. Oui. Et que ce soit consensuel. Que tous les Togolais se retrouvent dans cette alternance-là. C'est ce que nous recherchons. Que personne ne soit laissé au bord de la route. Qu'elle soit le plus inclusif possible. C'est ça que nous recherchons. On veut lâcher personne. Quand nous cultivons la tolérance, nous apportons un message de paix aux Togolais. C'est ça que nous disons. C'est ça. Et d'espoir. C'est ça notre... Non, le reste, c'est des ambitions personnelles. C'est dépassé. Nous avons atteint un niveau... Nous ne perdons plus notre temps dans des meetings ou dans des regroupements ou dans des marches. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif parce que nous le faisons depuis 27 ans et ça n'apporte rien. Vous avez signé cet accord avec le RPT dans le temps au devenir UNIR aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que vous mettez sur votre communiqué RPT UNIR. Si on ne sait pas si c'est avec RPT ou bien c'est avec UNIR ou bien c'est UNIR qui est devenu avec l'UFC ou quoi. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec UNIR? Est-ce que les relations sont les mêmes comme ce fut le cas du RPT? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour dire que, est-ce que votre accord tient toujours? Parce que maintenant, on est passé de RPT à UNIR. C'est ça que vous voulez dire? Je voudrais vous dire ceci. Donc, vous mettez les deux, RPT, UNIR. Attends. Calme-toi, mon frère. Je vais t'expliquer. L'UFC a signé un accord avec le parti au pouvoir qui s'appelait RPT. Les dirigeants de ce parti RPT-là sont ceux-là, sont les mêmes que les dirigeants d'UNIR, qui est le parti au pouvoir aujourd'hui. Et ces dirigeants-là ne nous ont jamais dit encore que l'accord, nous avons changé de nom, notre accord ne tient plus. L'accord n'est pas caduc? Je viens de t'expliquer. J'ai dit que nous avons signé un accord avec le parti au pouvoir qui s'appelait RPT. Dont les dirigeants sont les dirigeants actuels de UNIR, qui est le parti au pouvoir. Et ces dirigeants-là, à ce jour, ne nous ont pas dit nous avons changé, nous sommes plus, donc l'accord est terminé. Donc, il n'a pas dit ça. Et je vous dis que ces derniers jours, ces derniers temps, il y a eu encore des travaux au niveau du comité de suivi de cet accord. Donc voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, les relations aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire. L'initiative de l'accord ne vient pas de l'IFC. Nous avons fait des élections après la mort du président Eyadema en 2005. Et nous avons vu dans quelles conditions ces élections se sont passées. Et nous étions encore sous embargo. Alors, après ça, il fallait faire des démarches. Sinon, le pouvoir ne pouvait pas tenir. Il y a eu des émissaires envoyés à M. Gilles Christ pour entamer les négociations. Ce sont ces démarches qui ont abouti à la rencontre de Santé-Gidio. Et les discussions ont duré 5 ans. Donc, pour vous dire, avril 2005,
Et août 2005, c'est-à-dire 4 mois juste après, seulement, nous avons vite entamé les négociations pour qu'on aboutisse à la signature de cet accord. Après 5 ans de négociations. On dit que l'initiative n'est pas venue de nous. Et nous sommes des artisans, notre président national et les militants de l'UFC sont des artisans de paix. Il fallait donner une chance à la paix, nous l'avons accepté. Nous allons attraper. Parce que tout ce qui peut apporter la paix aux Togolais, nous sommes prêts à nous sacrifier pour ça. Et nous l'avons fait. Nous avons signé cet accord qui amène la paix. Les gens ont décrié aujourd'hui qu'est-ce qu'ils donnent au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont promis en 2 mois, en 2 ans. Nous sommes 7 ans après, il faudrait confortablement assis dans son fauteuil. Ils n'ont pas pu les renverser. Alors, ils ont refusé de nous suivre et voilà le résultat. Quand un enfant dit que sa mère ne va pas dormir, c'est qu'il ne dort pas aussi. Et voilà. Donc, les autres n'ont pas permis à l'UFC de bien dérouler son accord. Ils sont trop pressés. Les enfants sont trop pressés. Voilà, chez nous, on dit quand tu es trop pressé, tu mets au moins les coups de vie. Aujourd'hui, que ça soit une OMPT, les relations entre ce parti et le vote UFC sont quand même de bonnes relations. Les interlocuteurs n'ont pas changé. Donc, vous discutez des problèmes du Togo. On essaie d'aller à notre rythme, tout en tenant compte de l'environnement politique national, du contexte politique national, comment les choses se passent. On ne veut pas bousculer les gens, on écoute. Et de temps en temps, on essaie d'insuffler, d'apporter, de faire avancer les choses. C'est comme ça. Ceux qui sont au devant, nous sommes un peu en retrait, nous avons seulement 2 députés. On dit, bon, l'UFC n'existe plus. Bon, nous prenons le temps de nous reconstituer. Quand nous aurons totalement droit à la parole, on va reprendre le devant. Nous allons le faire très prochainement. Les élections qui s'approchent. Et dans quel esprit préparez-vous les locales? Waouh! Avec la sérénité, la plus grande sérénité possible. Nous sommes en train de reconstituer nos troupes. Calmement, doucement, mais sûrement. Nous sommes en train de réarmer nos troupes. Nos armes, c'est le langage de paix, le langage de tolérance. De cultiver le vivre ensemble. Nous expliquons aux Togolais, la voie royale, c'est la voie choisie par le président national de l'UFC. Il faut accepter de pardonner, de taire nos rancœurs, on en a parlé. C'est vrai que l'UFC a réussi à amener UNIR à lâcher du lest. La chape de plomb est tombée, mais il y a encore beaucoup d'amertume dans le cœur des Togolais. Ce qui fait que s'asseoir et faire des concessions est difficile. Tant qu'on n'aura pas pu sortir ces rancœurs-là, on ne pourra pas s'asseoir, on n'est pas dans des dispositions pour faire des concessions. Oui, mais l'autre aspect par rapport à une élection réussie, c'est que d'abord, vos camarades, même quand vous étiez dans l'UFC du hier, vous évoquez la question du découpage électoral et vous évoquez aussi la non-fiabilité du fichier électoral. Oui. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Parce que même si je me rappelle bien, votre accord a parlé également de l'établissement d'un fichier électoral propre. Oui, effectivement. Est-ce qu'on n'a pas fait le recensement de la population en 2011? Ça c'est le recensement général. Si, le recensement général. Et c'est à partir de ce recensement qu'on a refait le fichier. C'est à partir de ce recensement qu'on a fait le fichier. Maintenant, si il se trouve que le fichier a été plus ou moins trépatouillé, ça, nous ne maîtrisons pas ça. Nous ne pouvons pas maîtriser. Mais vous co-gérez le pays avec le parti au pouvoir. Co-gérer. Ne peut pas dire que nous pouvons avoir accès à toutes les données. Non. L'opposition a des membres à la CENI. Est-ce que les partis d'opposition, outre que l'UFC, n'ont pas de membres à la CENI? Ils ont des membres à la CENI, non? Comment est-ce qu'ils ne voient pas? Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à détrouver les failles? C'est ça, je dis que c'est là le problème. Ne mettez pas tout sur l'UFC. Oui, permettez que je puisse vous poser cette question. Le 5 mai dernier, cela faisait, je crois bien, 20 ans que le président national de l'Union des forces de changement a été attaqué à Soudou. Alors, vous vous étiez rappelé aussi de ce jour. Est-ce que, par rapport au processus de réparation qui est en cours, M. Géris Olympio sera dédommagé? C'est 25 ans.
25 ans, autant pour moi, oui. 25 ans. Monsieur Gilles Christ porte encore 10 balles de cette agression-là dans son corps. 10 balles. 10. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 de l'agression de Soudou. Et il est debout. Comparez-le aux autres chefs de parti, avec son âge, 80 ans dépassé, 10 balles dans le corps. Il est debout. C'est la grâce de Dieu. C'est ça, ça veut dire qu'il a un rôle à jouer pour ce pays. Sinon, il serait déjà mort. Et ce rôle, c'est ce qu'il est en train de jouer, que les Togolais ne comprennent pas. C'est 1963, 13 janvier, on tue le chef de l'État. Ce jour-là, c'est le père de Gilles Christ qui a été tué. Ils sont contraints à l'exil. 25 ans. 2 fois condamné à mort. Il revient ici, c'est Soudou, 10 balles. Oh, on a presque massacré. Et la délégation, il y a eu beaucoup de morts. C'est partisan, beaucoup de morts. Aujourd'hui, c'est celui-là qui dit je veux taire mes rancœurs pour le bien de ce peuple-là. Si je veux tenir compte de tout ça, là, ce pays ne sera jamais en paix. Il tait ses rancœurs. Il vient s'asseoir avec ses bourreaux. Il dit on va travailler pour le bien de ce pays. C'est ce qu'il demande à tout chacun de nous. Ayez cette force-là. Personne ne peut avoir cette force-là. Personne n'a souffert autant que lui. Togolais, tant que nous n'allons pas accepter de taire nos rancœurs-là, des gens qui sont en face, en 50 ans de pouvoir, n'ont pas fait que du bien. Et ils ont peur du lendemain. Il faut les rassurer. C'est ce que je vous demande de faire comme sacrifice pour que ce pays-là, on puisse obtenir cette alternance politique pacifique, sans violence, et reconstruire notre pays. Un pays où il n'y aura pas d'ethnie, où la seule ethnie sera le Togolais. Nord au sud. C'est-à-dire que l'héritage ou bien que les ressources de ce pays soient partagées équitablement. Oui, mais le processus de réparation tel que Jusqu'il n'a pas fait de déposition. À la CVJR, Jusqu'il n'a pas fait de déposition. Monseigneur Bariga est allé le voir à la maison. Ils ont discuté plus de 4 heures durant. Mais il a refusé de faire des dépositions. Il a dit, c'est un problème personnel. Je ne vais pas prendre mon problème personnel pour le mettre. Non. Je laisse tout ça là à Dieu. Il ne fait pas de déclaration. Il n'a pas porté plainte. Il n'a pas fait de déposition. Tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas voulu en faire de déposition. Ils ont discuté pendant 4 heures. Il a expliqué certaines choses. Est-ce que ce ne serait pas une manière pour lui de contribuer à la culture de l'impunité? Non, pas du tout. Du moins, la vérité doit être établie. Oui, la vérité doit être établie. Non, ce n'est pas ça. On ne cherche pas l'impunité. On ne veut pas poursuivre. On ne veut pas. On nous a toujours traité de chercher à faire vengeance. On veut sortir cette idée-là de la tête des gens. Nous ne sommes pas venus pour nous venger. Tout ce que nous cherchons, c'est que tous les Togolais vivent dans ce pays-là en paix. Et c'est ça que le Togo, c'est un bien commun. C'est pas la recherche de l'impunité. Loin de là. Au contraire, amener les bourreaux à comprendre que c'est des choses à ne plus faire. On peut toucher le cœur de ces bourreaux autrement que par la vengeance ou par des cris. C'est par l'amour, par le pardon. On peut toucher aussi les cœurs. Et ce processus de réconciliation, c'est vrai qu'il y a certains Togolais qui ne croient plus réellement à ça. C'est vrai qu'au niveau de l'UFC, vous pouvez les assurer. Que faut-il faire au niveau de l'UFC, vos propositions, pour que ce processus-là aille quand même en bon terme? Aujourd'hui, nous voyons le H faire des tournées. Et nous voyons que ces tournées-là, disons, amènent un grand engouement. En tout cas, c'est l'adhésion de la population, surtout des victimes. Oui. Les populations sortent nombreuses pour aller écouter, parler, disons, sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur. C'est déjà quelque chose de bien. Le fait de donner l'occasion aux gens d'aller et de dire, sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur, ça permet de vider les cœurs et de préparer les cœurs au pardon. C'est ça, c'est déjà, moi je pense que c'est un bon exercice que Ashkoum est en train de faire. Donner la parole au peuple. Tout le monde vient là-bas, il dit ce qu'il dit, et ça c'est déjà pas mal. Et c'est comme ça, petit à petit,
que nous pourrons taire nos rancœurs et accepter l'autre, accepter de vivre avec même les bourreaux. En Afrique du Sud, ils sont parvenus. Nous pouvons le faire aussi ici. C'est la seule façon de sortir notre pays de situation. Tout ce que nous faisons courir de gauche à droite, dans les rues, dans les machins, non, ça n'ira nulle part. Ça viendra de là. Accepter l'autre. Et que ceux aussi qui ont fait, c'est ce que nous disons, ceux qui sont les caciques, nous attaquons les caciques de tous bords, les radicaux de tous bords. Nous disons à ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les radicaux du pouvoir, et qui croient qu'ils seront au pouvoir éternellement, ils se trompent. Qui ne veulent pas partager, ils se trompent. S'ils refusent de partager, ils vont finir par tout perdre. Et nous disons aussi aux radicaux de l'opposition qui veulent tout avoir, qu'ils arrêtent. Ils ont transformé les rues en bureaux de leur ministère. Il faut qu'ils arrêtent. Ils reviennent à la table de négociation et savoir faire des compromis. Pour l'avancée du pays. Monsieur le secrétaire général, nous sommes dans la dernière minute de cette émission. Au Togo actuellement, il y a beaucoup de grèves dans les secteurs, que ce soit dans l'éducation, la santé, dans le monde judiciaire. Mais bon, on entend peu l'UFC réagir sur ces problèmes sociaux. Mais alors que c'est aussi un problème qui concerne des partis politiques. Pourquoi vous ne réagissez pas sur ces problèmes sociaux? Nous avons réagi, vous n'avez pas suivi, lors de la conférence de presse du président national le 1er mars dernier, il a réagi. Il a fallu, il a bien dit. Non, il a profité d'une... Oui, mais nous avons réagi. Nous avons certainement communiqué pour condamner, nous condamnons. Nous avons dit, par exemple, dans la grève des enseignants, que c'est inadmissible ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Vous savez que le secteur de l'éducation, c'est un secteur très sensible. Les enseignants, ils vivent des situations des fois difficiles. Prenez un jeune enseignant qui est recruté et qui est envoyé à l'intérieur du pays. Il va comment? Avec quels moyens? Il arrive dans un village. On l'envoie au fond du village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas où dormir. Il fait comment? On ne voit pas tout ça. Donc, nous déplorons cette histoire parce que nous disons que nous voulons une éducation de qualité pour tous d'ici 2030. C'est l'engagement, le 4e objectif de développement durable que nous voulons faire et garantir l'apprentissage tout au long de la vie. Mais comment nous allons faire si nous n'avons pas d'enseignants bien formés, bien motivés? En construisant des écoles, pourquoi ne pas prévoir le logement des enseignants? Pourquoi ne pas le faire? Mais comment est-ce qu'on peut arriver à l'éducation pour tous avec des enseignants qui ne sont pas motivés? Il faut, donc nous comprenons bien la situation, il faut donner des conditions de travail acceptables à tous les enseignants. Nous sommes presque arrivés à la fin. Docteur Sambiani Djimongou, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je voudrais dire aux Togolais que les pères de l'indépendance, les pères de la Blodé, avaient un rêve pour le Togo. Ce rêve, l'IFC veut le traduire dans les faits. Ce rêve, c'est de faire du Togo l'or de l'humanité. Mais nous avons besoin que le peuple togolais comprenne que le chemin que nous avons choisi est le meilleur pour aboutir à une alternance politique pacifique. Un changement de régime dans la douceur, sans violence. Nous avons versé déjà beaucoup de sang. Nous ne voulons plus ça au Togo. Nous appelons les militants de l'IFC à s'armer de patience, à apporter le message de l'IFC, le message de tolérance et de paix, partout où ils iront. Appeler les Togolais à apprendre à vivre ensemble. C'est ça. C'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays. Et nous demandons déjà dès maintenant à tous les militants, à toutes les militantes de l'IFC, à tous les Togolais qui ont une sympathie pour l'IFC, de commencer déjà par se préparer pour s'inscrire sur les listes électorales. De ne plus boycotter les élections. Que ça nous pénalise.
qu'ils commencent par se préparer pour même s'inscrire massivement. Les conditions minimales ne sont pas réunies. Il faut s'inscrire obligatoirement. Envoie sa carte d'électeur. Cette fois-ci, la victoire est dans notre camp. Le camp de l'UFC? Dans le camp de l'UFC. C'est le message d'espoir que nous voulons adresser au peuple togolais. Oui, et c'est sur ce message d'espoir que nous bouclons cette émission, l'œil du week-end, qui a reçu pour vous ce samedi 27 mai 2017 Dr Pierre Djimongou, Sambieni, secrétaire général de l'UFC. Il est également député de cette formation politique à l'Assemblée nationale. Merci à Joachim Betim qui m'a aidé à recevoir Dr Djimongou. Merci à Vincent Aïté qui a assumé la mise en onde. Merci à Joseph Nassi, à toute l'équipe rédactionnelle. Et hier, c'était une grande voix de la radio, Jean-Karim Fall. Il a travaillé à RFI et à France 2. Il s'en est allé hier à 59 ans. Joachim Betim, c'est encore un baobab. C'est un baobab véritablement qui vient d'être déraciné. L'homme ne peut rien. Dieu seul a la décision sur la vie de tout un chacun. Seulement, je me rappelle, 5 jours durant, ce monsieur nous a entretenu avec Bernard Kouchner qui était venu ici en 2010 pour nous former à la maison de la presse 5 jours durant. Je me rappelle encore de comment le monsieur, il est très professionnel et compétent. Paix à son âme. Paix à son âme. Jean-Karim Fall, qui est parti hier à 59 ans. Nos pensées vont à sa famille biologique et à sa famille professionnelle. Fin de cette édition. Prochain numéro, c'est samedi prochain.